Bon, un autre épisode. Ce soir, on fait un pop and pour. On le fait pas souvent. Donc le vin pas ouvert, pas aéré, rien du tout. On va l'ouvrir avec vous. Et puis, on va voir ce que ça donne. Souvent, ça fait en sorte, souvent, les quelques fois que j'ai fait ça, ça fait en sorte que après la dégustation, je vais avoir une autre opinion un peu du vin où le vin va s'ouvrir et va peut-être me permettre de nuancer un peu mes propos. Et donc, je vais probablement écrire un commentaire à la fin de la vidéo en dessous qui va vous dire là, de quoi le vin avait l'air peut-être une heure ou deux après la dégustation. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, dernière vidéo a été un peu tardive. Je l'ai faite il y a 2 semaines et je l'ai juste mis en ligne hier ou avant-hier. Et puis, je vous parlais un peu des t-shirts de Rémi Bousquet. Je vous en montre un autre. Parce que, encore une fois, je suis juste un fan. Je suis un fan et donc je veux propager la bonne nouvelle. Et donc, pas mal cool celui-ci. Tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. J'aime bien. C'est pas trop compliqué, c'est comique, ça a à voir avec le vin, donc ça fait mon affaire. Qu'est-ce qu'on déguste ce soir? Domaine de la Jeunesse 2010, Côte-du-Rhône. Donc la cuvée d'entrée de gamme, si on veut. J'ai pas payé ça trop cher. 7 euros. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, 2009 a été très encensé par les critiques dans le Rhône Sud, ici, dans ce cas-ci. 2010, pour beaucoup, devrait être meilleur. Et donc, de ce que j'ai goûté, 2010 s'annonçait extraordinaire. Et j'ai un peu délaissé un peu 2009 parce que, bon, super riche, opulent. Et 2010, peut-être de qualité égale, mais de style que je préfère un petit peu plus droit, plus d'acidité, moins opulent, très bonne concentration, un petit peu dans le même esprit que ce que j'avais parlé sur la Bourgogne, donc moins de maturité, mais autant de concentration, donc un peu plus de typicité. Ce que je me suis rendu compte dernièrement, après plusieurs dégustations, c'est que sur les cuvées d'entrée de gamme, sur les producteurs peut-être un petit peu moins expérimentés ou un petit peu moins bons, disons, ainsi que sur les terroirs peut-être un petit peu moins valorisés, un petit peu moins, pas nécessairement connus, mais qui ont un moins grand potentiel, que 2009 donnait des superbes résultats. Ça a un peu nivelé le tout, là, un petit peu comme ça a fait en Bourgogne, même idée. Ça a un petit peu nivelé tout et ça fait en sorte que peut-être que pour les entrées de gamme, pour les vins là, un peu plus de tous les jours, moins de garde, les vins à boire jeunes, 2009 était superbe. 2010 peut-être un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Et donc on va voir si on confirme cette idée que je me suis faite récemment. Et voilà. Ceci étant dit, superbe dégustation de l'Union des gens de métier. J'ai mis un article en ligne, je voulais m'en tenir à une page ou deux. Je pense sur Word, ça faisait 5 pages. Donc, ça montre un petit peu l'enthousiasme et le niveau des producteurs qui étaient là. J'ai là un autre truc en fin de semaine, Vigneron en Seine. Bon, sinon c'est pas si pire. Je vais lui donner un petit coup d'air pendant que je vous parle parce que je viens juste de l'ouvrir. Donc un autre truc en fin de semaine, Vigneron en Seine, qui est un salon sur une péniche à Paris qui se déroule, je sais pas si c'est 1 ou 2 fois par année, qui à la base a été instigé par des champagnes fleuris. Donc champagne fleuri, mon premier vrai coup de cœur en champagne. Les premiers champagnes qui m'ont montré que, en tant qu'amateur de vin et non de champagne, m'ont montré que je pouvais trouver des vrais champagnes, des champagnes vineux qui sont d'abord un vin. J'ai même intitulé là, ma vidéo sur Iglorier comme ça un peu. Ils sont d'abord un vin qui sont intéressants pour le savoir-faire et le vin qu'il y a derrière, et ensuite un champagne, donc en plus avec des bulles. En tout cas, Champagne Fleuri m'a un peu ouvert les yeux au monde du champagne, et donc j'allais là surtout pour regoûter leur champagne, pour en acheter un petit peu. Et puis des beaux producteurs, des belles découvertes.
Domaine Henri Milan. Je pense que c'est au Québec, probablement par IP. Le rouge classique, si on veut, ou je pense que ça s'appelle le Clos Milan, est vraiment pas mal. J'ai goûté du 2003, du 2007. Mais moi, c'est leur grand blanc qui m'impressionne. Ça fait 2 fois que je le goûte et que j'adore. Euh, Sinon, dans la Loire, que j'avais goûté chez Thomas Picot aussi, et que là j'ai regouté la Grange Tiphaine, donc les Deléchenaux, un couple Deléchenaux travaille le chenin de superbe façon. Qu'est-ce que j'ai goûté d'autre? Le Sang des Cailloux. Le Sang des Cailloux, un des producteurs à Vaqueras très, très connu, très réputé. Sa cuvée vieille vigne, vraiment pas mal. Là, 75% Grenache, 25% Syrah, je pense. J'ai acheté une coupe de ça aussi. Puis il y avait d'autres belles choses, mais c'était un peu gathering de vignerons, nature, biodynamie, blablabla. Conversation intéressante avec les frics de l'Alsace qui m'expliquaient que leur cheminement un peu là, avec les vins sans soufre, ça fait depuis 99 qu'ils font certains vins sans soufre. Et ça, je pense que c'est une nuance ou c'est un point qui est très intéressant. Ils m'ont dit aussi que ça a repris vraiment 7-8 ans à des fois bien réussir, d'autres fois pas trop bien le sans soufre. Et donc, ils font jamais toute leur cuvée sans soufre. C'est dangereux, c'est pas pour tout le monde, ça risque de dévier, on peut faire des erreurs. Et donc, ils font certaines cuvées, certaines batches des sans soufre. Et ce qu'ils me disaient, c'est pas tout le temps la même parcelle. C'est à chaque année, à la dégustation, on arrive à isoler une ou deux cuvées qui est capable de ne pas avoir de soufre qui lui est rajouté et quand même nous donner un bon résultat. Ce qu'elle me disait aussi, c'est que la conservation des vins sans soufre, eux autres dans leur chai l'été, des fois ça monte jusqu'à 25 degrés, mais c'est graduel, c'est saisonnier, donc c'est pas une augmentation violente. Ce qu'elle disait, c'est que ce qui est très dangereux avec le vin sans soufre, s'il est bien fait évidemment, c'est pas la variation de température sur toute l'année, si vous avez un cellier qui est pas parfait, mais plutôt si jamais vous achetez une caisse ou deux, vous mettez dans le coffre de la voiture au gros soleil en plein été qui fait 35 degrés et qu'après vous le mettez au cellier puis ça redescend à 15 degrés d'un coup là, en 24 heures, ça c'est pas l'idéal. Donc peut-être un petit peu plus sensible le sans soufre, mais ça fait pas des vins hyper fragiles nécessairement. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, et puis j'en ai goûté une couple de trucs, là. Encore, c'était pas nécessairement des jeunes vignerons qui viennent tout juste de démarrer leur domaine, mais il y a des trucs qui sont déviants dans le sans soufre, il y a des trucs qui sont pas bons. Je suis un fan des vins nature quand c'est bon. Quand c'est bon, des fois, on a un surcroît de n'importe quoi que vous voulez l'appeler, là, de fruits, de pureté, de ci, de ça. Et puis, mais c'est souvent déviant. Les jeunes qui essayent de faire que du sans soufre et qui n'ont pas encore l'expérience, parce que faut admettre, mettre du soufre dans son vin, ça le protège. Ça fait en sorte que s'il y a un petit peu de raisin pourri, ça va un peu annuler l'effet de ces raisins qui ne vont pas contaminer le reste du vin. Maintenant, je suis vraiment contre l'idée de mettre des tonnes de soufre. Les gros producteurs, qu'on peut appeler comme on veut, là, mais industriels, mettons, qui mettent des tonnes de soufre. C'est sûr que ça va gâter le vin, ça va... c'est comme mettre des levures, des levures sélectionnées, des choses comme ça. Ça dénature le vin. Mais bon, donc on a énormément de producteurs hyper consciencieux qui vont mettre une mini touche de soufre, puis dans 99% des cas, je pense que c'est ça la bonne solution. Mettre le minimum de soufre, oui, faire le moins d'interventions possible, mais faire les interventions qui sont nécessaires. Oui, le vin, ça peut se faire tout seul. Si on écrase les raisins, on laisse fermenter. Mais si on veut faire du bon vin, c'est pas vrai que ça se fait tout seul. Il faut contrôler, il faut faire un monitoring, il faut suivre l'évolution du vin et il faut l'envoyer dans la bonne direction. Je suis pas d'accord avec nécessairement le contrôler, l'agencer pour en faire ce qu'on veut qu'il devienne, mais il faut le pousser dans la bonne direction. Okay? Et donc, trop de soufre, non merci. Pas de soufre, j'ai goûté des vins sans aucun soufre qui étaient excellents,
Mais les producteurs que je dirais que j'ai vraiment aimé leur vin sans soufre me disaient, regarde, c'est une petite cuvée confidentielle, si on fait 1000, 2000 bouteilles, parce qu'on a des clients qui aiment ça. Maintenant, je voudrais pas mettre en péril tout un millésime avec du sans soufre, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas évident, ça prend des années d'expérience et ainsi de suite. Et bon, j'ai vraiment dérivé, mais bon, je voulais donner mon opinion là-dessus depuis un bout et voilà. Donc, sans soufre, ça peut être extraordinaire, mais, et là, on n'est pas à l'abri de faire des gaffes. Sans soufre, ça peut être extraordinaire, mais ça peut aussi être complètement dégueulasse. Et donc, c'est ça. Je suis un fan quand c'est bon. Aussi simple que ça. Ceci étant dit, c'est pas hyper complexe, là, mais ça me dit quelque chose au nez. C'est assez discret, mais on a quand même un peu de cerise kirschée, confiture de cerise un peu de fraises, framboises aussi là-dedans, vraiment plus sur le fruit rouge, un peu confit. La couleur est plutôt légère, là. Mais bon, c'est une majorité de grenache. Ils font la cuvée. C'est un producteur de Châteauneuf-du-Pape, là, domaine de la Janasse. Ils font une cuvée, leur high-end, c'est la vieille vigne, mais c'est un prix assez élevé, genre 70-75 euros. Moi, je préfère leur cuvée Chopin, qui est quand même très cher, dans les 50 euros, mais qui est 100% grenache vieille vigne, que ça, m'avait vraiment jeté à terre sur 2010. Là, je les ai goûtés au Salon des vignerons indépendants il y a 6-8 mois. Ils font aussi un Côte-du-Rhône qui est, je sais pas si c'est 100% grenache ou presque, terre d'argile qui m'avait vraiment impressionné. Ça, c'est vraiment leur entrée de gamme, là. Donc, ils font plusieurs cuvées de Châteauneuf, plusieurs cuvées de Côte-du-Rhône. Ça ici, là, c'est leur moins cher. J'ai payé ça 7 euros. C'est pas très cher. Pas hyper complexe. Mais on a un petit peu, là, un petit peu la réglisse, les fruits rouges confits. Si on y pense un petit peu, il y a aussi un petit peu de garrigue, un petit peu d'épices. Vraiment pas. Et il y a une belle acidité. Il y a une bonne fraîcheur qui fait en sorte que le vin est peut-être un petit peu plus austère. Donc si on avait un 2009, premièrement, un an de plus, mais disons qu'on met ça de côté. Ici, avec 2010, on a un vin qui, et j'ai pas goûté cette cuvée en 2009, mais je serais prêt à parier qui aujourd'hui se goûte mieux, plus opulent, plus charmeur, plus in your face, mais aussi peut-être un petit peu meilleur. Ici 2010, un petit peu plus austère à cause probablement de l'acidité. Mais vraiment pas mal, peut-être pour me faire remettre en question des choses que j'ai dit. Le truc, c'est que je voudrais... Je sais pas, je serais tenté de... Il me reste une autre bouteille. Je suis tenté de la mettre de côté pendant 5 ans et vous revenir dans 5 ans vous dire qu'est-ce que j'en pense. Parce que je serais curieux de voir. Je pense pas que c'est un vin qu'il faut faire vieillir super longtemps. Peut-être qu'ici on veut l'attendre un petit 2 ans. Et c'est ça qui est plate. On achète un Côte-du-Rhône qui est générique si on veut. Et c'est vraiment pour le boire maintenant. Maintenant, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Oui, c'est peut-être plus mon style que beaucoup de 2009 que j'ai goûté, mais qui étaient très bons, eux. Mais ici, peut-être un peu plus le genre de profil de vin que je recherche en général. Mais je sais pas si dans 2 ans, ça va être meilleur que les 2009 aujourd'hui. C'est ça que je me pose comme question. Et donc, la question reste ouverte. Et si vous avez une opinion là-dessus, donc sur les grands 2009, et les grands 2010 dans le Rhône, lesquels vous préférez, si vous avez goûté le même domaine là, ou plusieurs domaines sur ces 2 millésimes-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, sur plus les entrées de gamme. Moi, je tendrais à dire que sur les high-end, j'ai vraiment préféré les 2010 de ce que j'ai goûté.
Et sur les entrées de gamme, je reste encore sceptique. 2009 m'a vraiment plus charmé, plus parlé. Mais j'aime le style des 2010. Par contre, aujourd'hui, en termes hédonistes, là, je les apprécie moins. Voilà, la question est lancée. Après, je sais pas, 20 minutes de vidéo à raconter tout et n'importe quoi. Domaine de la Janasse, à 7 euros, je dis pas non. Mais j'aimerais vraiment avoir un 2009 à côté pour comparer pour vous. Je vais essayer de trouver ça. Si j'arrive à trouver un 2009 de ça, j'ouvre mon autre 2010 et le 2009 à côté, puis on voit ce que ça donne.